Ma première question concernera les modes de garde des enfants en bas âge. Alors, il y a deux types de mesures concernant ces modes de garde. Il y a les mesures qui tendent à soutenir la garde externalisée, de manière à permettre aux parents et aux mères en particulier d'être sur le marché de l'emploi. Et puis, il y a les mesures qui soutiennent justement la garde familiale, qui sont des mesures qui permettent aux parents de se retirer de manière temporaire, complète ou partielle, du marché de l'emploi pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Alors, je voulais avoir votre opinion sur ces deux types de mesures et sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur les parents et les enfants et sur la société en général. Ma position est que les parents doivent avoir le choix du mode de garde de leur enfant. Pour avoir le choix du mode de garde de leur enfant, il faut deux choses. D'une part, si on choisit le mode de garde externalisé, alors il faut multiplier les places en crèche, il faut multiplier les crèches inter-entreprises, il faut multiplier les crèches entreprises dans les grandes entreprises, et assouplir le temps de travail du père et de la mère pour que le père et la mère puissent emmener l'enfant ou les enfants à la crèche ou aller les chercher le soir. C'est-à-dire qu'on voit déjà qu'il faut de l'investissement dans des modes de garde qui incombent aux entreprises et aux collectivités, mais il faut aussi parallèlement gérer le temps de travail et la souplesse du temps de travail des uns et des autres. Et j'ai bien dit, vous avez entendu, le père et la mère. Nous sommes bien d'accord. Si c'est le mode de garde à la maison, avec un retrait du travail, alors il faut être extrêmement attentif. Extrêmement attentif à ce qui se passe dans l'entreprise ou dans l'administration, parce que le public n'est pas meilleur que le privé sur le sujet. Quand le parent qui garde l'enfant en bas âge se retire du travail, parce qu'on voit très très bien qu'il faut que l'entreprise tourne, il faut que l'administration tourne pendant ce temps-là. Et on voit très très bien qu'il y a une réorganisation qui parfois se réapproprie le travail du père ou de la mère. Donc il faut faire très attention à cette organisation-là. Et de même, il faut être extrêmement attentif au retour à l'emploi. Et moi, je suis très précautionneuse là-dessus. Parce que ce que je vois dans mon rapport, je l'ai écrit, et toutes les statistiques de Eurostat, de l'OCDE le montrent, c'est que chaque naissance d'enfant correspond à une baisse de 12,6% du salaire de la mère par rapport au salaire du père. Pourquoi ? Parce que c'est un retrait du monde du travail, soit en termes de responsabilité dans l'emploi, soit en termes de temps de travail. Il y a donc une véritable concordance entre la carrière des femmes et la maternité, entre le salaire des femmes et la maternité, et entre les difficultés des femmes au travail et la maternité. Et en particulier sur le débat du congé de maternité, sur lequel je me suis beaucoup investie, j'en veux à celles qui défendaient des positions extrémistes d'un congé de maternité à 24 semaines, à 20 semaines, d'un congé d'allaitement de 2 ans. Ce sont des propositions pernicieuses. Je défendais 18 semaines et on avait l'accord possible sur 18 semaines. Elles ont voulu jouer les extrémistes. C'est toutes les femmes d'Europe qui ont perdu. Cette directive est bloquée et aucune femme d'Europe ne bénéficie de cet accord que nous pouvions avoir avec le Conseil. Alors vous voyez bien que parfois le mieux est l'ennemi du bien, de ce qu'on peut faire avancer et avancer rapidement. Et puis d'autre part, j'ai trop de mails, trop de femmes qui me contactent et qui me disent « Madame, si j'avais entendu des paroles comme celles que vous prononcez aujourd'hui,
quand j'élevais, quand je m'étais retirée du travail, jamais je n'aurais fait ce que j'ai fait. Parce que le processus de retrait du travail des femmes, c'est le processus qui aboutit à la paupérisation des femmes en fin de vie professionnelle. Et aujourd'hui, je vois que les femmes à la retraite ont une retraite de 33% inférieure à celle des hommes. Et comme elles ont une espérance de vie plus longue, nous sommes dans un vrai processus de paupérisation. Alors je suis d'autant plus furieuse de cela que je suis engagée à l'égale formation pour l'égale formation des filles et des garçons. Et que les filles réussissent aussi bien, voire plus, que les garçons. Qu'aujourd'hui, 60% des diplômés sont des femmes. Et que la formation, l'égale formation des filles et des garçons, c'est de l'argent public investi. Les universités, les collèges, les lycées, les écoles, c'est de l'argent privé investi. Parce que envoyer ses enfants au collège, au lycée, à l'université, c'est forcément un choix des familles, un investissement, un effort des familles. Et moi, j'ai 6 enfants, pour tout vous dire. Et j'ai 10 petits-enfants. Et tous mes enfants ont fait des études supérieures. Mais dans ces 6 enfants, j'en ai une qui a choisi d'être mère de famille, qui est très diplômée, mais qui élève ses 6 enfants. Elle aussi. Elle a reproduit le modèle familial en partie. Bon, c'est un choix. Elle a le choix. Mais je dis, attention, c'est bien si c'est un choix, ça n'est pas bien si c'est une obligation. Et j'alerte les femmes. Parce qu'en moment de crise, comme nous vivons aujourd'hui, rien ne m'a fait plus de peine qu'une enquête menée par les médias français il y a 1 an. La question était, en temps de crise, croyez-vous, pensez-vous que les hommes devraient être prioritaires au travail ? 63% de nos concitoyens ont répondu oui. Eh bien, moi, je dis non. Mais alors, je voudrais vous poser la question suivante. Les femmes qui se retirent temporairement du marché de l'emploi pour s'occuper de leurs enfants, notre enquête montre que c'est un choix prioritaire qu'elles font par désir d'être présentes auprès de leurs enfants. Alors effectivement, vous parlez du danger de paupérisation et ce retrait silencieux dont vous avez parlé plusieurs fois est effectivement un danger de paupérisation parce qu'il n'est pas compris dans les politiques d'égalité des genres et de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Cet élément de choix des mères le plus souvent et quelquefois des pères de désirer consacrer du temps à leur famille est une chose qu'il faut tenir en compte. Et alors je voudrais vous parler de 4 mesures qui sont des mesures qui tiendraient ce choix en compte, parce que nous pensons qu'une femme qui a fait des études, comme vous dites, si elle choisit de s'occuper des enfants, elle est extrêmement utile à la société et le travail qu'elle accomplit a un enjeu social immense. Donc, nous nous demandons, pensez out of the box, comme disent les Anglais, et imaginer des solutions innovantes qui permettraient de prendre en compte ce désir qu'ont les femmes, et quelques hommes aussi, de consacrer du temps à leur famille. Et je vais vous donner 4 solutions concrètes et je voudrais que vous réagissiez par rapport à ça. La première, et en fait celle qui couvre tout, c'est de considérer les carrières, non pas de manière linéaire, mais de manière cyclique. C'est-à-dire accorder aux personnes la possibilité de donner de temps en temps la priorité à leur famille, particulièrement au moment où les femmes ont des enfants, que leur carrière est en train de débuter, et c'est un moment d'une intensité énorme. Et puis de nouveau à l'âge de l'adolescence, il y a des moments... Bon. Pour que les femmes osent faire ça, vous en avez parlé, il y a le retour sur le marché de l'emploi. Et ce retour, à notre avis, n'est possible que si les compétences acquises et développées dans ce travail familial non rémunéré sont valorisées et sont reconnues pour retourner sur le marché de l'emploi, pour être admis dans une formation permanente. Ça, c'est une première chose. L'autre, c'est le temps partiel. Le temps partiel est très mal considéré en Europe parce qu'effectivement, il appauvrit les femmes et il est même, on l'appelle le chômage à temps partiel. Mais il y a certains pays, comme les Pays-Bas, où il est de qualité et où il est choisi par les hommes et par les femmes. Alors étudier une solution comme celle-là
et la reproduire dans d'autres pays européens. Est-ce que ce serait possible? Et la dernière chose, et à mon avis une des plus importantes, votre collègue, et vous avez participé et soutenu ce projet d'avis sur les retraites, Regina Bastos qui a donné un avis sur les retraites, suggérait de prendre en compte ces périodes de retrait du marché de l'emploi pour s'occuper des enfants dans le calcul des retraites. Donc tout ça serait des choses qui permettraient aux femmes, sans s'appauvrir, de pouvoir aussi jouer ce rôle essentiel d'éducation des enfants. Alors je voulais savoir ce que vous en pensez. Reprenons d'abord votre premier point sur les carrières. Je vous ai dit que dans mon étude, je vois très très bien l'impact des naissances sur la carrière des femmes. Et globalement, les femmes ont des carrières beaucoup plus plates que celles des hommes. Par interruption de carrière pour élever les enfants et par retrait plate, vous voulez dire Oui. Elles n'ont pas le même espoir d'évolution positive. La carrière d'un homme décolle beaucoup plus vite que celle d'une femme. Et je parle à compétence égale, à poste égal, à diplôme égal. Il y a un vrai problème sur les carrières que j'ai pointé et mon rapport a alerté José Manuel Barroso et Viviane Reding sur cette question. Viviane Reding a suggéré à José Manuel Barroso, à partir de mon rapport, de mettre un groupe de travail sur les carrières des femmes. Et donc, à ce moment-là, l'intégration, pour moi, c'est un rêve que je veux voir devenir réalité, que l'intégration de ces périodes où hommes ou femmes, et plus les hommes rentreront dans le jeu, plus ça se fera, que l'intégration de ces périodes où il y a un retrait du monde du travail, total ou partiel, mais momentané, puisse rentrer en ligne de compte dans la carrière, et particulièrement, bien sûr, avec un deuxième point que vous avez signalé et que je défends totalement, c'est la validation d'acquis d'expérience. Ces femmes ou ces hommes, pour le temps qu'ils développent, qu'ils consacrent à la maison et aux enfants, développent des compétences. J'ai moi-même été porteuse d'un amendement qui a été voté à l'unanimité, en demandant particulièrement que les parents qui s'investissent, les parents d'enfants handicapés, qui s'investissent dans la prise en charge de groupes d'enfants handicapés, ils développent des compétences spécifiques, qu'il y ait une validation de ces compétences. Et je le vois aussi dans le milieu associatif, parce que très souvent, ce que j'ai vu aussi dans mon rapport, c'est que les femmes se retirent du monde du travail, mais elles vont vers le travail non payé. Et donc elles vont développer dans les associations, c'est du travail non payé pour l'instant, mais elles développent des compétences qui doivent être réexposées et qui doivent être autant de nouvelles cordes aux arcs de ceux et celles qui se consacrent pour un temps à leur famille de façon totale ou partielle. C'est le deuxième point. Je l'ai déjà proposé dans des rapports, je le proposerai inlassablement jusqu'à ce que la Commission européenne et le Conseil puissent nous produire un projet de texte sur ce point-là. Le troisième point. Vous voyez que le Parlement est très en avance sur la Commission et le Conseil. Je voudrais vous poser la question, je ne sais pas si on aura le temps, si vous êtes suivi dans vos... Oui, sur ces amendements-là, oui, parce que j'en parle avec conviction, voilà. Je me bats fort. Ouais. Et il faut pouvoir résister à un bulldozer, voilà. Vous savez, sur ces points-là. Et je me bats y compris à l'intérieur de mon groupe politique, bien sûr. Le troisième point, vous avez soulevé un point essentiel, c'est le retour des femmes sur le marché de l'emploi après une interruption longue. Plus l'interruption est longue, plus le retour est difficile. Et donc, en tant que responsable, rapporteur permanent du Fonds social européen dans les 27 États membres, le Fonds social européen est fléché sur des publics prioritaires, les femmes, le retour à l'emploi des femmes, le maintien dans l'emploi des femmes,
fait partie de la deuxième priorité du Fonds social européen. Donc, il existe des programmes européens que je soutiens, que je développe, que je préserve et pour lesquels aussi je combats avec beaucoup d'énergie pour faire en sorte que les femmes disposent de modules de formation, de modules de réinsertion dans l'emploi après le temps qu'elles ont consacré à leurs enfants. Le temps partiel, la pension, les retraites. Alors, le temps partiel et le problème des retraites, je souhaite que les femmes puissent bénéficier effectivement, comme l'a proposé Regina Bastos, qui fait partie du même groupe politique que moi, et son rapport, je l'ai soutenu, effectivement que ces périodes-là soient intégrées pour le calcul de retraite des femmes. Vous pensez que ça peut aboutir bien sûr. Dans la vie des citoyens? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que nous avons deux problèmes au niveau européen, qui sont nos deux meilleurs arguments sur ce sujet, et je vous les souffle pour que vous les défendiez aussi. Le premier argument, c'est l'argument démographique. Nous avons besoin, dans une Europe vieillissante, nous avons besoin d'enfants. Et donc, il faut faire des politiques publiques au niveau européen qui soutiennent les naissances d'enfants. Et puis, le deuxième point, c'est que si nous ne faisons rien, la paupérisation des femmes, c'est un vrai problème qui va devenir un problème politique, économique et social. Et permettez-moi de rajouter un troisième argument, et retenez-le bien aussi, et utilisez-le. C'est qu'aujourd'hui, les femmes qui sont dans le travail ont non seulement à prendre en charge les enfants en bas âge et les adolescents, et vous savez, moi aussi, de temps en temps, je dois courir chez telle ou telle de mes filles à 7h du matin pour faire la jonction entre leur réunion, leur déplacement et l'heure d'ouverture de la crèche. Je sais ce que c'est parce que les grand-mères, elles rentrent aussi dans le jeu. Mais d'un autre côté, les femmes doivent aussi prendre en charge soit un conjoint malade, oui, c'est ça, les dépendants de manière générale, malades, voire des grands-parents malades. C'est qu'une femme aujourd'hui, il n'est pas rare qu'elle ait à la fois la jeune génération à aider, mais aussi deux générations qui la précèdent. Et donc, on ne peut plus se masquer la vue, parce que la vie, c'est qu'aujourd'hui, avec les femmes au travail, il faut pouvoir s'adapter et tenir compte de toutes ces générations qu'il faut aider. C'est ça la solidarité sociale aussi. Oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup parce que tout ça est très encourageant et voilà, nous comptons sur vous pour défendre la cause des mères parce que je pense que ce n'est qu'en intégrant ces dimensions maternelles chez les femmes au travail qu'on pourra arriver à un réel équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et je sais que vous défendez ça avec conviction et je vous en remercie. Je suis pour les femmes au travail, je suis pour que les femmes aient le choix, je suis pour le partage des tâches. Et il y a un point que nous n'avons pas abordé, mais l'apport des nouvelles technologies dans tout ça peut être très important pour les femmes. En tous les cas, comptez sur moi. Je me bats avec grande conviction. Merci. Au revoir.